à toi, je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de t'accompagner sur le chemin de la réussite en français. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te propose une sélection de 8 livres pour enrichir ta culture générale, ta culture littéraire au lycée. C'est parti! On commence tout de suite avec deux romans d'anticipation. Le premier, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et je parlerai ensuite de 1984 de George Orwell. Commençons par Le meilleur des mondes qui a été publié en 1932. Le meilleur des mondes décrit une société qui repose sur le conditionnement. En fait, la stabilité de cette société, elle repose sur le conditionnement des individus. Chaque individu, chaque membre de la société appartient à une caste. Tout en bas, on a les epsilon, après les delta, ensuite les gamma, les bêta et enfin les alpha. À chaque groupe correspond une tâche dans la société et chaque individu est content en fait de la caste à laquelle il appartient tellement il a été conditionné pour appartenir à cette caste. De même, dans le même ordre d'idées, les habitants sont tous heureux en apparence parce qu'ils sont conditionnés au bonheur. Ils prennent une drogue qu'on appelle le soma qui leur permet de se sentir bien en toutes circonstances, mais évidemment ce bonheur, tout comme le conditionnement que j'évoquais précédemment, est artificiel. Alors j'imagine que tu me vois venir, ce roman ne décrit évidemment pas une société idéale, mais au contraire une société, une dystopie, une contre-utopie, peu importe le terme que tu choisis, mais une société dans laquelle on n'aimerait vraiment pas vivre. Et le but de toute dystopie, de toute contre-utopie, est de mettre en avant des éléments qui permettent de critiquer ce qui existe déjà dans notre société. Alors la lecture de ce livre va te pousser à t'interroger sur notre propre société, notre rapport à la liberté, au progrès technologique et au bonheur. Voilà, ce sont des thèmes très importants qui sont développés dans ce roman de manière tout à fait plaisante à lire. Et puis, comme tu peux le voir, ce n'est pas un roman très très long. Voilà pour Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. On passe à présent au deuxième roman d'anticipation dont je t'ai parlé il y a un petit instant, qui s'appelle 1984 de George Orwell. Et là, une petite astuce pour te souvenir de son année de parution. 1984 de George Orwell a été publié en 1948 puisqu'il a juste inversé les deux chiffres pour se projeter quelques décennies plus tard. Alors, 1984 de George Orwell est aussi une dystopie, une contre-utopie, c'est-à-dire qu'il décrit une société dans laquelle on n'aimerait absolument pas vivre. Ici, c'est une société sous l'emprise d'un régime totalitaire et cette société est placée sous le regard permanent de celui qu'on appelle Big Brother. Partout, il y a des caméras, des systèmes de surveillance, même une police de la pensée qui contrôle tout sur les habitants de cette société. Le personnage principal, Winston Smith, tombe amoureux de Julia, mais leur histoire d'amour interdite va être punie par le parti. Et je te laisserai découvrir toute leur histoire, toute leur péripétie et la fin de ce roman en le lisant. Le slogan du parti, je voulais terminer là-dessus pour te montrer vraiment l'étendue de l'emprise de ce régime totalitaire. Le slogan du parti de cette société, c'est le suivant: la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Évidemment, ce roman nous entraîne dans une profonde réflexion sur la société de surveillance, sur le progrès technologique, sur la manipulation de la réalité. Et à ton échelle, ça peut te permettre de réfléchir sur les programmes que tu regardes, que ce soit sur YouTube ou à la télé, les programmes de télé-réalité. On se souvient tous des émissions comme Love Story ou Secret Story qui réutilisaient le petit œil qui correspond finalement à celui que George Orwell avait créé à travers Big Brother dans 1984. Voilà, donc grande réflexion que peut entraîner la lecture de ce roman que je t'invite vraiment à lire pour avoir un regard critique sur la société dans laquelle tu vis. Nous passons à un tout autre registre avec un court roman de Philippe Claudel qui s'appelle La petite fille de Monsieur Lin. Si tu veux le découvrir un peu plus que cette présentation que je te propose dans cette vidéo, n'hésite pas à l'écouter, aller écouter le podcast
que j'ai fait au sujet de la petite fille de Monsieur Lin, puisque je te propose la lecture des premières pages de ce court roman. Alors, ce court roman qui est accessible à tous, vraiment, c'est un roman facile à lire, bref, facilement compréhensible. Il nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui a fui son pays et la guerre avec dans ses bras sa petite fille, qui est alors à peine âgée de 6 semaines. La difficile adaptation de ce vieil homme dans son nouveau pays d'adoption est racontée avec beaucoup de pudeur, de justesse et d'émotion. Vraiment, c'est un livre très beau, très touchant à lire. J'irai même plus loin, c'est un livre qui est percutant, qui est bouleversant, puisqu'on le lit d'une seule traite, et puis il faut vraiment le lire parce que la chute, je ne vais pas te la dévoiler dans cette vidéo évidemment, est absolument bouleversante et émouvante. Lis bien ce court roman jusqu'à la fin pour réaliser toutes les conséquences finalement que peut avoir la guerre sur un seul individu. J'ai oublié de te donner son année de parution qui est 2007. On passe à présent avec Le Parfum, qui est un best-seller mondial paru en 1988, qui raconte l'histoire d'un homme nommé Jean-Baptiste Grenouille, qui est doté d'un don, celui d'avoir un nez unique au monde. Et en fait, il veut devenir, par des moyens absolument abominables, le maître du monde, parce que, je cite le livre, « Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes ». C'est une histoire à la fois abominable, vraiment, et drôle que je t'invite à lire. Nous poursuivons avec, là encore, un court roman de Philippe Besson, Les Jours Fragiles, qui a été publié en 2004. Les Jours Fragiles se présentent comme le journal intime de la sœur d'Arthur Rimbaud, qui est un poète que tu connais sûrement, un très grand poète du 19e siècle. Et en fait, dans ce roman, Isabelle raconte les derniers mois qui précèdent la mort d'Arthur Rimbaud. Et c'est très intéressant justement d'avoir le regard d'Isabelle pour découvrir sous un nouvel angle la vie de ce poète, Arthur Rimbaud. Ensuite, le message d'André Chédid qui date de l'année 2000. Ce court récit raconte l'histoire de Marie, une jeune femme qui s'écroule brusquement en pleine rue alors qu'elle tente de rejoindre Steph pour célébrer leur réconciliation et le renouveau de leur amour. Et le récit s'ouvre en fait au moment où elle est atteinte par une balle. Et évidemment, l'objet de ce livre est de dénoncer l'absurdité de la guerre et du coup, ce court récit prend vraiment une dimension universelle. Je t'invite à le lire parce que, là encore, on a un récit absolument bouleversant, facile à lire, accessible à tous. Nous poursuivons ma sélection avec le célèbre roman de Romain Gary qu'il a fait publier sous le pseudonyme d'Émile Ajar, qui s'appelle La vie devant soi. La vie devant soi, c'est un roman de 1975 qui raconte l'histoire de Momo, un jeune garçon arabe qui vit chez Madame Rosa, une vieille dame juive. Et en fait, ce roman se passe quelques temps avant la mort de Madame Rosa. On nous raconte la déchéance de cette vieille femme, la misère de la condition humaine, l'amour que le jeune garçon, au-delà de tous les préjugés, peut porter à cette vieille dame. Et ce roman, il a la particularité d'être écrit en focalisation interne à travers le regard de Momo. Et Momo utilise un niveau de langue extrêmement familier. Parfois, il y mélange des mots qu'il a entendus à droite, à gauche, ce qui donne des effets détonnants. C'est un roman qui est très plaisant à lire, qui est très drôle, qui est rempli aussi d'humour noir, d'humour juif même. Je vais plus loin. Voilà, je t'invite à le lire parce que derrière la portée un peu légère se cachent des thèmes universaux. Une réflexion sur la condition humaine, une réflexion sur l'amour, une réflexion sur le bonheur, une réflexion sur la tolérance, voilà, sur la différence. Voilà, tout un tas de questions sont posées à travers l'histoire de Momo. Je termine avec un livre qui n'est pas un roman, mais qui s'appelle Exercice de style de Raymond Queneau. Exercice de style, c'est
tout simplement 99 fois la même histoire. Tu vas me dire, mais quel est l'intérêt de lire 99 fois la même histoire? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. En fait, l'histoire de base qui est racontée, c'est celle-ci. L'autobus arrive, un zazou à chapeau monte, un heurt il y a. Plus tard, devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. Une histoire extrêmement simple nous est racontée dans ce livre. Et en fait, Raymond Queneau s'amuse avec toutes les possibilités de la langue française et il parvient à nous raconter 99 fois cette même histoire qui est toute simple, toute basique, même tellement simple qu'elle ne mérite a priori même pas d'en faire une œuvre. Et c'est une très bonne réflexion pour comprendre justement le lien entre le style d'un texte et l'interprétation que l'on va en proposer. Au hasard, j'ouvre le livre à une page, voilà, n'importe laquelle, pour te montrer à quoi peut ressembler une variante de cette histoire de base. Dans l'autobus S, considérons l'ensemble A des voyageurs assis et l'ensemble D des voyageurs debout. À un certain arrêt se trouve l'ensemble P des personnes qui attendent, soit C, l'ensemble des voyageurs qui montent. C'est un sous-ensemble de P et il est lui-même l'union de C', l'ensemble des voyageurs qui restent sur la plateforme, et de C', l'ensemble de ceux qui vont s'asseoir. Démontrer que l'ensemble C', est vide, Z étant l'ensemble des azous, et Z, oh là là, il y a tout le langage mathématique, je me suis vraiment trompée de page, décidément, je vais t'en lire une autre parce que, comme tu le sais, je suis prof de français et je ne maîtrise absolument pas toutes les notions de mathématiques. Mais je vais t'en choisir tout de suite une autre qui s'appelle définitionnelle. Dans un grand véhicule automobile public de transport urbain désigné par la 19e lettre de l'alphabet, un jeune excentrique portant un surnom donné à Paris en 1942, ayant la partie du corps qui joint la tête aux épaules s'étendant sur une certaine distance et portant sur l'extrémité supérieure du corps une coiffure de forme variable, entourée d'un ruban épais entrelacé en forme de natte, ce jeune excentrique, donc imputant à un individu allant d'un lieu à un autre la faute consistant à déplacer ses pieds l'un après l'autre sur les siens, se mit en route pour se mettre sur un meuble disposé pour qu'on puisse s'y asseoir, meuble devenu non occupé. 120 secondes plus tard, je le vis de nouveau devant l'ensemble des bâtiments et des voies d'un chemin de fer où se font le dépôt des marchandises et l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. Un autre jeune excentrique portant un surnom donné à Paris en 1942 lui procurait des avis sur ce qu'il convient de faire à propos d'un cercle de métal, de cornes, de bois, etc. Couvert ou non d'étoffe servant à attacher les vêtements, en l'occurrence un vêtement masculin qu'on porte par-dessus les autres. Voilà un exemple d'une variante proposée à partir de l'histoire de base. Hop. Et voilà, j'ai terminé ma sélection de 8 œuvres, alors presque 8 romans que je te propose pour enrichir ta culture générale et littéraire au lycée. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura donné envie de lire un de tous ces livres, vraiment. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire, dis-moi quel livre tu as choisi de lire en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et puis, on ne lâche rien, on continue nos progrès en français. On se retrouve sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube pour une prochaine vidéo. Et surtout, que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!